à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de toutes les étapes de la Vuelta 2022 qu'on va suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube à partir donc du vendredi 19 août 2022. C'est vrai que les grands tours, les trois grands tours cette année, Giro, Tour de France et Vuelta, ont pris l'habitude de commencer le vendredi pour faire une journée de transfert dès le lundi. Là pourquoi ça commence donc le 19 août, donc le vendredi pour le Tour d'Espagne, c'est parce que le grand départ est donné aux Pays-Bas. En fait tous les grands départs des grands tours qui avaient été reportés parce que tout simplement le départ à l'étranger avec le Covid n'était pas possible. Donc le début du Tour d'Espagne en Pays-Bas il a été reporté et du coup on met la journée de transition le lundi pour faire les transferts et ramener tout le monde en Espagne. Pays-Bas Espagne c'est pas à côté, il aurait fallu faire quasiment la moitié du Tour d'Espagne ailleurs qu'en Espagne pour le ramener donc dans ce pays d'Espagne. Donc là le grand départ sera donné à Utrecht pour un contre-la-montre par équipe. Donc ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, 23,3 km contre-la-montre par équipe, donc inédit, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Je crois que c'est le premier des trois grands tours cette année qui dispute un contre-la-montre par équipe. Ça fera plaisir de retrouver ce format qu'on voyait beaucoup dans les années 2000-2005, qui était très populaire sur des distances beaucoup plus longues que celle-ci quand même. Et là donc dans les rues de la capitale, 23,3 km pour ce premier contre-la-montre par équipe qui attribuera le premier maillot jaune. Donc ça sera un coureur qui fera partie de l'équipe qui aura été la plus rapide de la journée et qui aura donc passé la ligne d'arrivée en premier. Souvent c'est des stratégies qu'on choisit un petit peu quand on sait qu'on va potentiellement gagner dans les oreillettes, on choisit le coureur qui portera le premier maillot jaune, mais des fois ça se fait au feeling, donc on peut avoir des surprises. En tout cas très plaisant pour débuter ce grand tour. L'étape 2. Alors l'étape 2, ça sera une étape de plaine aux Pays-Bas, le plat pays, on appelle ça, les Pays-Bas c'est quand même relativement plat. Ça sera Hertogenbosch à Utrecht, donc désolé pour la prononciation. En tout cas une étape dédiée vraiment aux sprinters qui feront partie de la Vuelta. Il n'y en aura pas forcément beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui sont annoncés. On annonce quand même Pascal Ackermann parmi les plus rapides. On annonce également Ethan Hayters du côté de la formation Ineos. Après à voir s'il y en aura d'autres d'ici là. On se tiendra bien sûr au courant sur la chaîne YouTube avec la liste des coureurs partants, des équipes, tout ça. On présentera tout ça sur la chaîne dans la playlist Vuelta 2022. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et vous serez au courant de tout ça ma team. Ensuite on aura l'étape 3, Breda, étape totalement plate, également dédiée aux sprinters, un peu plus longue que celle de la veille, 193,2 km. Il y aura un petit passage en Belgique, donc Belgique et Pays-Bas pour cette étape. Donc voilà, et ça sera la dernière journée aux Pays-Bas, avant la journée de repos transfert, et dans l'étape 4 on arrivera directement en Espagne pour une étape un peu plus vallonnée. Voilà, on est en Espagne, ça sera avec plus de pentes et déjà une étape peut-être dédiée aux punchers. On pense à Julien Alaphilippe, le champion du monde, qui sera normalement au départ de cette Vuelta 2022. C'est une étape qui pourrait lui correspondre avec la bosse finale et également le Puerto de Herrera qui sera vraiment un tremplin pour le final et la grosse descente avec une descente assez sinueuse qui correspondra au bon descendeur. Donc un puncher qui attaque dans l'avant-dernière difficulté de la journée, qui attaque bien la descente, il pourra attaquer la bosse finale avec par exemple 20 à 25 secondes d'avance sur un petit peloton, pourquoi pas déjà de favoris. Donc voilà pour le scénario de cette étape. L'étape 5, on va aller checker ça. Ça sera également très vallonné, donc avec l'Alto de Vivero pour finir. 187 km entre la ville d'Irún et la ville de Bilbao. Donc là on sera vraiment du côté atlantique de l'Espagne, on sera quasiment avec la frontière française, en gros c'est la côte ouest de l'Espagne nord-ouest on peut même dire. Donc voilà. Bien sûr on fera également bien attention à la météo parce qu'on sait qu'il fait très chaud cette année et on sait que ça peut perturber les étapes et tout ça. Donc on checkera également tout ça dans le suivi de la Vuelta sur la chaîne YouTube avec les canicules à répétition qu'on a cette année. Et il peut y avoir des arrêtés préfectoraux même en Espagne qui disent qu'une étape est annulée à cause des températures. On sait qu'en Espagne il fait plus chaud qu'en France et ça aurait pu déjà être le cas au Tour de France. Donc à suivre. Là cette étape là, donc l'étape 6, Bilbao, Ascenso al Pico Rano, ça sera la première grosse étape de montagne avec arrivée au sommet. On enchaînera le Puerto de Alisas en deuxième catégorie, le Colada des Brenes en première catégorie et l'arrivée en première catégorie sur la montée finale. A savoir que le classement de la montagne est différent du Tour de France, le maillot distinctif n'est pas le même, c'est le maillot Azzurro pour la Vuelta. Et le nombre de points attribués dans les difficultés ne sont pas les mêmes. On refera une petite vidéo rattrapage pour vous remettre tout ça en place dans les idées, pour savoir un petit peu à quoi s'attendre, combien de points sont distribués dans les sommets de deuxième, première et hors catégorie. C'est différent du Tour de France et le maillot est également différent. Donc voilà.
Hop là, on aura donc l'étape 7. L'étape 7, ça sera le 26 août. 190 km, moyenne montagne. Voilà, il y aura une grosse difficulté au programme. Donc la particularité de la Vuelta, c'est vraiment qu'on a des profils atypiques qui sont très ouverts. Vous voyez, on a un col de première catégorie d'ours au sommet est quasiment à 50 km de l'arrivée. Normalement, c'est une étape pour les baroudeurs, mais on sait que sur la Vuelta, il peut se passer plein de choses. C'est beaucoup moins verrouillé que sur le Tour de France. C'est pour ça que beaucoup de gens qui aiment le cyclisme regardent beaucoup le Giro et la Vuelta, parce que c'est beaucoup plus ouvert. Et la start list laisse aussi de belles surprises. Ça sera le Puerto del San Glorio, 1600 mètres d'altitude pour l'altitude max de cette étape. Étape assez longue d'ailleurs. Je pense que ça sera une échappée qui prendra pas mal de champs avec des coureurs pas très bien placés au général qui pourraient aller se disputer cette victoire d'étape pour cette étape juste avant, justement l'étape 8. L'étape 8, donc on sera du côté de la Pola de Laviana et l'arrivée à Colo Vangaya. Voilà, donc pas mal de difficultés au programme. Ça sera la journée pour aller chercher les points du meilleur grimpeur. Donc là, le meilleur grimpeur provisoire de cette Vuelta tiendra certainement à cœur d'aller dans l'échappée pour aller chercher pas mal de points. Et le maillot pourrait d'ailleurs changer d'épaule si ce coureur n'est pas en forme. Avec également des CP, donc ça doit être des points bonus pour le classement des sprints qui est que sur la Vuelta. Et en arrivée encore à une altitude où on aura une explication certainement de favoris. Donc vous le voyez, hein, une première semaine quand même avec quand même beaucoup de difficultés au programme, donc plutôt montagneux cette Vuelta, en tout cas pour la première semaine. Et l'étape 9 du dimanche juste avant la journée de repos, également une étape de montagne avec une arrivée très pentue, c'est-à-dire que là on a un profil vraiment, on a des pourcentages très redoutables. On va aller checker ça parce que c'est quand même intéressant. Est-ce qu'on peut aller voir ça en détail? Est-ce que c'est déjà disponible? Parce que là on est sur du 15-20% en fait. Ça c'est la particularité également de la Vuelta. On voit pas ça partout. Ah non, on n'a peut-être pas encore les possibilités de voir les profils détaillés. Mais en tout cas on est sur du 15-20%. Donc ça sera une arrivée spectaculaire. On voit bien le profil qui est très pentu. Donc voilà, étape très dure, et ça pourrait se correspondre à des coureurs comme Julien Alaphilippe, hein. Pourquoi pas aller chercher cette Vuelta pour Julien, qui montrera qu'il est peut-être capable d'aller chercher un grand tour. On verra son état de forme, on va pas s'affoler d'ici là. Étape 10, donc l'étape après la journée de repos, ça sera un contre-la-montre, mais cette fois contre-la-montre individuel, pas contre-la-montre par équipe, un peu plus long que le contre-la-montre par équipe, 31,1 km, c'est-à-dire 10 km de plus que le premier aux Pays-Bas. Ça reliera la ville de Elche à la ville d'Alicante. Voilà. Voilà ma team. Donc là on va passer, bon on va aller, là ça va être plus rapide. Étape 11. L'étape 11 ça sera une étape pour les sprinters. Il n'y en aura pas eu beaucoup, donc voilà, quasiment la troisième peut-être depuis le début de la Vuelta. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. El Pozo Alimentación à Carbo de Gata. L'étape suivante, l'étape 12, ça sera une étape pour les grimpeurs avec une grosse difficulté qui sera la dernière, donc une arrivée en altitude. Il y en aura beaucoup d'arrivées en altitude sur cette Vuelta, je pense que vous pouvez déjà le remarquer. Le vendredi, ça sera une étape pour les sprinters également, étape de transition. Je pense que les équipes de sprinters ne seront pas encore trop fatiguées, donc ils pourraient verrouiller la course. Donc normalement, sprint massif attendu. Là, grosse étape de montagne avec deux difficultés à suivre pour le final, sans réelle descente. Donc là, il pourrait y avoir de gros écarts qui se créent au général. On partira de Montoro et on arrivera à la Sierra de la Pandera, à 1819 mètres d'altitude, pas kilomètres, ça ferait beaucoup. Hop là, le dimanche, donc juste avant la journée de repos, c'est également une très grosse étape de montagne, hein. Il y a quasiment que sur la Vuelta qu'on peut voir des cols aussi longs. Là, c'est pareil, on arrive à 2510 mètres d'altitude. La Sierra Nevada, hein, c'est là où souvent les coureurs s'entraînent en altitude pour avoir justement le manque d'oxygène et pouvoir développer des compétences en montagne assez impressionnantes. La Jumbo, la Ineos, la Quick-Step s'entraînent justement sur ces terrains-là. Ça sera spectaculaire, vous verrez les images avec certainement en plus la sécheresse qui sera encore plus prononcée, donc on devrait avoir vraiment des sommets lunaires. Donc un paysage totalement extraterrestre. Étape 16 pour les sprinters, il en faut quand même pour tout le monde. Tout plat, là il n'y aura pas de difficulté au programme, 188 km. L'étape du mercredi, ça sera une étape peut-être pour les échappés. Là je pense pas qu'au général on veuille se disputer, il y aura déjà eu beaucoup d'opportunités. On devrait déjà avoir certains écarts. Donc là je pense qu'on partirait pour une étape de baroudeur puncher. Le jeudi de la troisième semaine, départ à Trujillo et arrivé à l'Alto de Puronola. Donc là, pour des coureurs qui auront perdu du temps au général, qui essaieraient de se remettre sur le podium ou dans le top 10, partir de loin ou attaquer de loin. En tout cas, de belles possibilités avec trois belles ascensions au programme.
Le vendredi, encore une très belle étape ouverte avec deux cols. Le Puerto de Pielago qui sera monté deux fois. C'est comme une boucle en fait. Et une étape assez courte. Et c'est souvent des étapes courtes et intenses qu'on appelle ça. Donc l'arrivée, la ville de départ sera également la ville d'arrivée. Donc les coureurs qui aiment bien les circuits comme ça devraient pouvoir se plaire. Voilà le dernier week-end de course avec une étape avec beaucoup de montagnes et on sera quand même haut, on partira de 1000 mètres d'altitude, on arrivera jusqu'à 1800 plusieurs fois dans la journée, donc on peut avoir les effets de l'altitude. Donc très belle étape également, une grosse explication entre favoris de prévu. Et l'étape 21, cette fois, sera dédiée aux sprinteurs pour 100 km et l'arrivée traditionnelle à Madrid, l'équivalent des Champs-Élysées si vous voulez pour le Tour de France. Donc voilà, on aura eu la dernière explication de favoris la veille et normalement on n'aura pas de changement de maillot, ni de podium, ni rien. Normalement c'est comme les Champs-Élysées, il se passe pas grand chose et juste un sprint de prestige à aller chercher à Madrid pour les sprinteurs qui ont réussi à finir dans les délais tout le temps, c'est-à-dire en montagne et tout ça. Et donc voilà, une belle Vuelta très montagneuse au programme. Donc là on le voit cette année, ça sera une Vuelta pour les purs grimpeurs. Alors on sait qu'Alaphilippe fera le Tour d'Espagne, je pense pas qu'il soit dans les gros favoris, mais pourquoi pas bien la jouer au général. Il y a des étapes où il pourrait prendre de l'avance et s'il tire bien en montagne, pourquoi pas suivre les meilleurs. Il y aura quand même une grosse start list, je pense quand même, avec beaucoup de bons coureurs. Et donc voilà, le 11 septembre, ça sera la fin de la Vuelta, qu'on suivra bien sûr en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, activer la petite cloche des notifications pour être courant de toute l'actualité autour de la Vuelta. Il y aura bien sûr plein de vidéos, présentation des équipes, des coureurs, des maillots distinctifs. On va se régaler. On va vous faire plein de contenu dans la playlist Vuelta 2022 sur la chaîne YouTube. Allez ma team, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner. Ciao ciao!